Hop. Hello PB! Hello! La forme? Ben, ça va très bien et toi? Ça va au top. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast et d'ailleurs, comme je te l'avais dit en off, tu es le premier homme que j'interviewe C'est vrai. C'est sur ce vrai. Bah, podcast. merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir. Merci beaucoup de faire de moi le premier homme. C'est un honneur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh ben écoute, donc PB, toi je te connais comme, au départ, je sais qu'avant avant, tu faisais du copywriting et maintenant tu es vraiment l'expert en marketing et tu as un mastermind aussi. Donc ben, C'est ça. je vais te laisser tout simplement te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ok. Qui je suis? Je suis PB Poncelin, PB pour Pierre Baptiste. Je suis un ancien vendeur de popcorn. Je vendais du popcorn dans les cinémas, qui est devenu copywriter, puis marketeur, puis aujourd'hui plus large, un peu entre guillemets mentor business. Parce que moi, en fait, j'aime plusieurs choses. J'aime manger du comté, j'aime regarder la mer, j'aime jouer à Zelda. Et surtout, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le marketing. Donc, j'en ai fait mon métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'aide des formateurs et des coachs à se développer sur l'aspect marketing de leur entreprise, puisque pour moi, c'est vraiment ça le nerf de la guerre, en fait, jusqu'à plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et même après, ça reste quand même du marketing, du marketing, du marketing, du marketing. Et en tout cas, nous, pour les personnes qu'on accompagne, jusqu'à 1 million, euh, c'est focus marketing, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on aime faire, et c'est ça que je fais probablement pour les 50 à 70 prochaines années de ma vie. Ouais, c'est la passion. On C'est sent ça. la passion. D'accord. Et ta cible, donc, ce sont des coachs, des formateurs, des Exactement, professionnels ouais. de l'accompagnement? Hmm. Exactement, coach formateur professionnel de l'accompagnement, majoritairement des coachs formateurs qui ont déjà une activité qui tourne un petit peu, tu vois, qui va faire par exemple 50 000 euros par an minimum. Et on a aussi longtemps accompagné les copywriters sur un autre pan de l'activité, vraiment sur la marque Copy Rockstars, où là on accompagnait les Oui. copywriters, les prestataires de services en marketing. Mais là, moi, ce que je fais à titre vraiment là personnel, au-delà de la marque Copy Rockstars, c'est l'accompagnement des formateurs et des coachs, ouais. D'accord. Au travers d'un mastermind? Exactement. D'accord. Qui dure combien de temps? Qui dure 6 mois en ce moment. D'accord. Ok. Et tu as aussi je sais pas, j'ai cru voir passer aussi que as un mastermind en commun aussi avec Charlotte Apieto? Non, Ou... Charlotte, on avait fait le test de le lancer. Nous, ça nous a pas. Le groupe qu'on a constitué nous a paru apporter de la complexité à accompagner parce que les D'accord. profils étaient très disparates. On s'est dit, vas-y, c'est de l'éparpillement. Faire du business en couple, ça peut être une bonne idée, ça peut être aussi une mauvaise idée. Donc, quand c'est une bonne idée, il faut que ça vaille vraiment le coup. Là, ça valait pas vraiment le coup. Du coup, on l'a pas D'accord. fait. D'accord. Ok. Donc par rapport à ton entreprise, est-ce que tu peux nous partager ta vision? Donc tu dis marketing, C'est-à-dire, marketing, marketing pendant des années, des décennies. Euh, Quelle est ta vision avec ton business? ma vision future, tu veux dire? Ouais. À 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, si tu arrives à te projeter à 20 ans, voire plus. Alors moi, je fais partie de ces entrepreneurs qui pendant longtemps étaient là en mode la vision, la vision, la vision, la vision, la vision. Et aujourd'hui, la vision, c'est pas que j'en ai un peu rien à foutre, mais c'est que je suis incapable de me projeter à plus de 6 mois, 1 an. Tu vois, je sais où je veux être à la fin de l'année prochaine. Dans 3 ans, ça dépendra de où j'en suis à la fin de l'année prochaine. Ça dépendra de où l'humanité en est à la fin de l'année prochaine, puisque les choses changent beaucoup en ce moment. Il y a eu une grosse période d'évolution dans le monde dans les années 2008 à 2012. Et là, on est en train de se prendre un petit peu la même avec les IA, avec ces choses-là, avec la politique, avec les guerres qui font que là, de toute façon, ça bouge pas mal. Donc, c'est difficile de se projeter beaucoup plus loin. Et moi, ce que je regarde, en fait, c'est juste la prochaine vie que j'ai envie d'avoir, ce que je fais dedans, l'argent que je gagne, les gens avec qui je suis, où est-ce que je suis, où est-ce que j'habite, qu'est-ce que je fais. J'ai des envies, tu vois. Est-ce que un jour, je vais actionner sur ces envies de faire peut-être une boîte de prod, de faire des romans, de faire toutes ces choses-là? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Je sais que les romans, ça, c'est sûr, ça va arriver un jour. Écrire des bouquins, ça va arriver un jour. Maintenant, là, c'est pas la priorité.
Euh, donc c'est à peu près tout ce que je sais. Alors certains entrepreneurs te diront ah nul, il a pas de vision et du coup ça empêche les gens d'avancer, de pas avoir de vision. Je suis pas d'accord avec ça. Moi j'ai pas une vision qui va plus loin que je veux tel argent sur mon compte en banque, je veux telle vie avec telle personne. Ça me suffit et ça m'empêche pas d'avancer, de rien lâcher pour autant. Yes. Et ça fonctionne pour toi. Donc, c'est le C'est ça, principal. Ouais. exactement. Est-ce que du coup, si tu as une vision, comme tu disais, à 6 mois, 1 an, est-ce que tu peux nous partager peut-être tes intentions, tes désirs avec ton business d'ici Ouais, bien sûr. fin 2025? C'est un truc sur lequel j'ai mis le doigt récemment, c'est qu'en fait, moi, je suis pas motivé par l'argent, même si j'aime en avoir, tu vois, c'est toujours cool d'en avoir, mais je suis plus aujourd'hui motivé par deux choses qui sont l'apprentissage euh, et le challenge, en fait, quelque part. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui dans mon business, c'est pour l'apprentissage et le challenge. Quand j'ai appris quelque chose, ça y est, je passe à autre chose. Quand j'ai accompli un challenge, ça y est, en général, je passe à autre chose aussi parce que je peux m'ennuyer vite. Et ce qui en découle, c'est que ça fait de l'argent parce que l'argent te permet de chiffrer parfois quand tu as un challenge, est-ce que tu l'as atteint ou pas. Le prochain challenge que je veux me donner, bah, c'est d'aller chercher le million de chiffre d'affaires. À la fois pour moi, bah, avoir plus de capacité financière parce que ça mange pas de pain, mais aussi à la fois pour me dire, OK, je vais avoir coché ce challenge, non pas de faire un million, mais d'avoir fait toutes les tâches qui permettent d'arriver à ce million. Donc, structurer une boîte, structurer une offre, scaler cette offre, ce qui va m'apporter plus de compétences, qui me permettra de mieux accompagner mes clients. Donc, c'est ça la vision. C'est aller chercher, alors le million de l'année prochaine, je sais pas si ce sera fait. En tout cas, je veux que la boîte soit structurée pour. C'est ça l'objectif. Donc, on soit probablement entre 500 000 et 1 million de chiffre d'affaires, on verra bien. Et que ça, c'est le challenge que je me donne où je veux avoir, par exemple, dans le mastermind, sur un horizon d'un an, entre 60 et 120 clients par an, 120 membres dans le mastermind par an. Là, je me dis, ah tiens, ça c'est bien parce que j'aurais réussi le challenge de réussir à avoir plus de personnes en fait dans le mastermind et de bien les accompagner, d'avoir des résultats avec et d'avoir structuré ça. Et il y a un autre challenge que j'ai envie d'avoir là qui me rebotte depuis quelques semaines, c'est en parallèle. Alors attention, je déconseille à tout le monde de faire ça. Si vous n'avez pas déjà un business qui fait de l'argent, n'essayez pas d'en faire deux. Mais c'est d'avoir Copy Rockstars qui continue d'accompagner des copywriters, des marketeurs sans moi. Et que ce soit vraiment une boîte bah, comme a pu faire Charlotte avec Postadem qui tourne sans moi. Tu vois. C'est un peu Génial. les challenges que j'aimerais pour l'année prochaine. Beau projet. Donc, tu comptes former des coachs, des mentors pour reprendre cette partie-là. Copyrastar. Bah, les former, idéalement, non. Je préfère qu'ils soient déjà formés. Mais c'est À ta effectivement méthode, avoir je veux une dire, équipe. à ton Ouais. fonctionnement. Ouais. Ah oui, 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 dans l'idée, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Recruter une équipe qui va faire tourner ça. C'est-à-dire que là, je me suis fait le plan hier soir. Ça ressemblerait à effectivement une équipe de coach, du suivi client, du closing, quelqu'un qui chapeaute. Voilà. Est-ce que je vais avancer dessus ou pas? Je sais pas. Je dois t'avouer que la Lubie, je l'ai depuis quelques mois. J'ai dressé le plan hier soir. Moi, mon focus, ça reste le mastermind. Faire rentrer plus de personnes, accompagner plus de personnes, apporter plus de résultats, leur simplifier le travail au maximum et, euh, et voir ce qui se passe en parallèle, quoi. Superbe. Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solopreneur indépendant à CEO, chef d'entreprise qui s'entoure et qui commence à déléguer, qui s'entoure d'une équipe? Est-ce qu'il y a eu des petits éléments déclencheurs? Il y en a eu plusieurs. Je dirais qu'il y en a eu il y en a eu trois. Il y en a eu vraiment trois. Il y a eu le premier où, du coup, moi, je fais ça depuis 2018 et dès 2018, j'ai rejoint un petit mastermind qu'on a fait avec des gens que j'ai rencontrés en ligne. Tu vois, il y avait une copywriter, ouais, la CEO d'une boîte de marketing et un autre marketeur. Et à l'époque, moi, j'étais là, je faisais mes petits emails, je gagnais 3 500 € par mois, j'étais le roi du monde et je me disais, ça va bien. Mais je me suis fait un peu challenger par la personne qui avait l'agence marketing, puisqu'elle elle faisait 1, 2, 3 millions par an, qui me disait, bon, t'es mignon, mais là, alors non pas qu'elle me poussait vers une direction que je ne voulais pas, mais moi, par exemple, je sais que déjà à cette époque, j'avais peur de passer en entreprise. J'ai pas eu la peur de passer le seuil de la TVA, ça a été réglé très vite. Je me suis dit, tu vas facturer la TVA tout de suite, comme ça, ce sera jamais un problème. Tu appelles les impôts, tu règles ça. T'étais en Et micro.
Tu étais en Ouais, j'étais en micro-entreprise. micro. C'est ça. Et après, il fallait que je passe en boîte. Et ça, j'avais peur de passer en boîte, parce que je me disais, putain, passage en boîte et tout, ça va être compliqué, chef d'entreprise, comptable et tout. Ce petit mastermind m'a fait comprendre que c'était vraiment pas plus compliqué que la micro, m'a fait comprendre tous les bénéfices. Donc, j'ai transitionné. J'ai transitionné un chouïa tôt parce que j'avais pas assez d'argent en termes de rentrée, en disant que j'aurais pu aller beaucoup plus loin avec la micro à l'époque, tu vois, encaisser plus de cash, mais je me serais fait signer par les impôts, c'était pas idéal non plus. Mais bref, j'ai fait la transition. Ça, c'était la première phase où on m'a dit, ouais, là, si tu veux aller plus loin, il faut que maintenant que tu passes en entreprise parce que sinon tu vas être coincé très vite. Et toi aussi, dans les actions que tu vas faire, tu vas rester petit, en fait. Tant que tu n'as pas la structure entreprise qui est là, qui quelque part te force à te bouger le cul, tu vas pas te bouger le cul. Donc j'ai fait, OK, on passe à l'entreprise. Et là, je me suis bougé le cul. Donc tout de suite, il faut que tu rentres de la thune, surtout que j'avais choisi la SASU. Donc pour se payer un salaire en SASU, tu as intérêt à rentrer du cash. Et ça, c'était la première chose. Là, j'étais à peu près seul. Euh, mais je commençais à me dire, bon, c'est bien que je recrute parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai chopé le Covid et j'ai été bon à rien pendant 3 semaines. Bon à rien pendant 3 semaines, à pas pouvoir délivrer auprès des clients, je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas avoir une boîte qui dépend de toi, qui fait que pendant 3 semaines, il n'y a pas d'argent qui rentre et il n'y a personne qui fait tourner la boîte. En fait, j'ai dit, bon, bah ça arrive une fois, ça n'arrivera plus jamais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à recruter. Et finalement, c'était que 2 événements. C'était ça les 2 grands événements qui ont fait ça. D'accord. Donc après, on va parler un peu de, voilà, de ton équipe. Quel a été pour toi du coup le plus gros changement entre solopreneur et CEO qui s'entoure d'une équipe? Hmm, le plus gros changement. Il y en a eu plusieurs. Je sais que le premier, celui où j'ai vraiment senti le plus d'impact à l'époque, quand j'ai recruté ma première assistante, c'est de me sentir plus tout seul. Et quand tu es plus tout seul, alors c'était à la fois une bonne chose et une erreur. Quand tu es plus tout seul, ça te soulage, tu vois. Tu as quelqu'un à qui tu peux partager des choses, tu as quelqu'un à qui tu peux demander du feedback sur ce que tu fais. Tu sens que tu as plus de possibilités qui s'ouvrent à toi, tu vois. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, à chaque fois que je recrute aussi des personnes pour avoir plus de possibilités qui s'ouvrent à moi. Je me dis, OK, aujourd'hui, je veux faire quelque chose. Je ne peux pas le faire tout seul. Si j'essaye de le faire tout seul, je vais me cramer. Donc, je recrute quelqu'un et derrière moi, ça m'ouvre un champ des possibles en termes d'action. C'est ce que ça a fait à l'époque. Pourquoi ça peut être une erreur? Bah, parce que ton assistante, c'est pas la CEO de ta boîte et c'est pas elle de te conseiller sur la stratégie. Ce que j'ai pu faire comme erreur à l'époque. Mais en attendant, tu as quand même quelqu'un sur qui te reposer et tu plus tout seul. Et ça fait une vraie diff. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, donc on va parler après de ton équipe, c'est comment tu définis ton rôle au sein de ton entreprise? C'est-à-dire. Comment tu te définis ton rôle toi par rapport aux autres membres de ton équipe? Plutôt un rôle de manager ou... Pas vraiment. Plutôt un rôle. Aujourd'hui, moi, j'ai un rôle de client avec mon équipe, en vrai, puisque j'ai assez peu d'équipes. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes, dont une qui nous a rejoint littéralement la semaine dernière. J'ai une personne qui gère le suivi client et le succès client, en fait, dans le mastermind, qui est avec moi depuis 2, 3 ans. euh, Mhm. qui m'aidait justement sur ces aspects-là, sur l'aspect accompagnement des clients, parfois aussi coaching, puisqu'elle est marketeuse. Euh, je viens du coup là d'onboarder une assistante et sinon j'ai ma monteuse. Mais dans les 3 cas, c'est pas vraiment un rôle de manager, c'est plus, ouais, là j'ai envie de dire, moi aujourd'hui là j'ai plus un rôle de client vu qu'à chaque fois c'était freelance. Je fais très peu de management, tout le monde est très indépendant, c'est ok, j'ai tel besoin, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Voilà, et pour l'instant je suis sur ce modèle-là. Est-ce que c'est le meilleur modèle? Je crois pas. Enfin, je crois pas. Pour là où j'en suis, oui. Peut-être qu'à terme, il faudra changer des choses. Mais pour là où j'en suis, ça convient. Superbe. Et comment tu t'y es pris justement pour déléguer? Qu'est-ce que au départ, donc, la première personne que tu as recrutée, c'était celle qui s'occupe de tout ce qui est succès client, suivi client, c'est ça? Alors, dans toute l'histoire de ma boîte, toute première personne que j'avais recrutée, c'était une assistante. Une assistante. OK.
Il y a eu Ouais. d'abord l'assistante, ensuite il y a eu la success manager, enfin, celle qui est responsable du succès client. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'époque, j'avais une agence avant de faire de la formation et de D'accord. l'accompagnement. Donc une agence marketing. Donc j'ai recruté une assistante sur l'agence marketing qui avait aussi des compétences d'OBM, des compétences de copywriting, des compétences de tout. Euh, donc ça, qui m'a un peu aidé sur toutes ces choses, un peu en mode paradroit. Ensuite, j'ai recruté une copywriter, Hmm. une autre assistante. Et ouais, c'est ça, copywriter. Il y avait aussi un stagiaire qui avait fait un peu de copywriting. Et voilà. D'accord. Ensuite, quand j'ai arrêté l'agence, bah, malheureusement, j'ai dû me séparer de presque tout le monde. Euh, et c'est à partir de là que je suis passé très solo. Il y a Dorothée, du coup, qui nous a rejoint justement pour l'accompagnement des clients. Et puis une assistante. D'accord, très bien. Donc des profils à la fois au départ plutôt généralistes, donc c'était profil assistante, et après tu t'es entouré de plutôt d'experts, de spécialistes. Là, par rapport à tes besoins, c'était plutôt un spécialiste, donc un monteur, C'est et une ça. autre spécialisée dans le succès client. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Et tu avais une appréhension à déléguer ou pas du tout? Non, C'est souvent c'est ça, parti. c'est souvent ça Ouais. qui revient. C'est ouais, mais je veux déléguer, mais j'ai peur que, enfin, peut-être que ça sera moins bien fait que moi. Ouais. Est-ce que je me disais ça? Pas forcément en fait, parce que moi j'ai une façon de déléguer qui fait que je délègue beaucoup de choses que soit je ne sais pas faire, soit je sais pertinemment que c'est une idée de merde de le faire. Genre le montage. Le montage, j'adore en faire. Je suis quand même pas le meilleur, mais j'aime en faire et je sais qu'un monteur fera un meilleur taf que moi plus vite. Donc je sais que c'est une idée de merde de le garder, surtout par rapport au temps que ça prend. Le customer care, j'y connais rien. C'est pas mon métier. Faire de la compta et des trucs comme ça, je l'ai longtemps fait, mais je me suis dit, pareil, il y aura des gens bien meilleurs que ça pour moi. Et en fait, je fais partie des entrepreneurs qui se sont jamais dit, enfin, sur la plupart des tâches de la boîte, je me disais, bon, bah, ça, je peux facilement trouver quelqu'un qui va le faire à ma place. De toute façon, moi, déjà, quand j'étais à la fac ou quand j'étais au lycée, je déléguais déjà, puisque je faisais en sorte que les gens bossent à ma place, tu vois. Donc, ça n'a jamais été ça a jamais été un problème pour moi. Par contre, quand il était question de marketing et de copywriting, là, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, je me dis toujours aujourd'hui, c'est impossible de trouver quelqu'un qui fera aussi bien que moi, Oui, parce que c'est vraiment ta zone de génie, pour le coup. potentiellement. Et surtout parce que les gens qui feront aussi bien que moi et mieux que moi, ils coûtent 30 000 euros par mois, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Et quels sont les principaux éléments que tu vas rechercher chez tes collaborateurs? Comment tu recrutes? C'est une bonne question. J'ai longtemps mal recruté, très mal recruté, notamment beaucoup sur bouche à oreille. Et en fait, bah, j'en parlais, Charlotte en a peut-être parlé aussi quand elle est passée. Bouche à oreille, c'est bien, mais en fait, si tu fais pas un process de recrutement, c'est un plan de merde parce que quelqu'un avec qui ça fit bien, bah, ça fitera peut-être pas bien avec toi. En fait, on n'a pas les mêmes attentes. Moi, j'ai plusieurs attentes et une étant la principale, c'est qu'on m'ôte de la charge mentale et qu'on me mâche le travail en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je recherche chez toutes les personnes que je recrute, c'est un petit peu des hard skills, tu vois, des compétences, mais surtout des soft skills. C'est-à-dire que quand il y a un problème, je veux pas qu'on me dise PB, il y a un problème. Je veux qu'on me dise PB, il y a un problème, j'ai étudié les solutions, en voici trois, laquelle tu préfères. Ouais, quelqu'un qui vient avec des solutions, tout à fait. Hmm. C'est ça. Et ça, c'est moi la toute première chose que je recherche, c'est des gens qui résolvent les problèmes au lieu de t'en apporter. Problem En tout cas, solver. qui pré-résolvent les problèmes pour toi. Tu vois. Ouais, superbe. C'est Ok, ça que je regarde avant tout. ouais, très important, effectivement, ce point-là. Au niveau de tout ce qui est gestion des projets, comment tu les gères en interne avec ton équipe? Comment vous coordonnez? C'est très simple. Longtemps, alors dans l'agence, c'était différent, mais là, dans la, dans l'accompagnement, la formation, on a toujours gardé les choses très simples. C'est-à-dire que moi, mon gestionnaire de projet, c'est un papier, un stylo. Quand je daigne le regarder, sinon c'est dans ma tête parce que j'ai toujours les mêmes tâches qui se répètent et c'est très simple. En gros, pourquoi on s'en sort aussi bien dans la boîte? Parce qu'on fait peu de choses.
Et c'est là qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font n'importe quoi. Ils ont besoin de gestionnaires de projets. Ils font pas 200 000 euros par an qu'ils ont 10 000 projets sur le feu. Nous, on a un projet qu'on fait. Enfin, un projet, j'exagère, deux projets qu'on fait. C'est-à-dire accompagner les clients et attirer des clients. Tu vois, voilà les deux seuls projets qu'on a. Et du coup, comment on navigue là-dessus avec la team? Ben, on navigue pas. Tu vois, on a un Notion qui sert à rien puisque personne n'y fout les pieds. J'ai une personne dont la tâche et les responsabilités, c'est de faire en sorte que les clients se sentent soutenus et avancent. Il y a moi dont les tâches et les responsabilités, c'est d'améliorer le produit, d'attirer et de signer des nouveaux membres dans le mastermind. Bah, la monteuse, c'est de faire une vidéo lorsque je lui fournis une vidéo. Et l'assistante, c'est de tout simplement faire toutes les tâches comptables, répondre aux emails, et voilà, tu vois. Donc en fait, on n'a pas besoin d'un super gestionnaire de projet, on a juste à connaître nos 5 tâches et les faire. D'accord. Et donc, à ce titre, est-ce que tu as créé des process, justement, pour chaque membre de ton équipe, des process peut-être par, comment dire, marketing, par le process parcours client, tout ça? Est-ce que tu as fait quelque chose qui est Moi, processé? non. C'est l'équipe qui crée ces process. Moi, j'y ai pas tellement. J'avais une assistante qui nous avait aussi, à qui on travaille plus aujourd'hui, qui nous avait créé quelques process. Moi, en vrai, des process, j'en ai pas non plus 40. Tu vois, même les process en marketing. Euh, je veux dire, j'ai pas envie de me faire chier à aller créer un Notion pour dire, pour mettre un process de créer un post, le poster sur Instagram, et voilà. Je veux dire, putain, c'est bon, on sait le faire, quoi. Et je le fais et ça me prend 20 secondes. Euh, donc en fait, on a peu C'est besoin de toi-même qui process. publie? C'est Ouais, toi-même qui poste, qui programme tes posts? Ok. ouais, ouais, ouais. Bah, je travaille déjà pas beaucoup, donc si je faisais pas ça, je travaillerais vraiment plus. Euh, mais ouais, en fait, les seuls process importants qu'on a, bah, il y a des enjeux customer care, ça, c'est pas moi qui les regarde, c'est la personne qui s'en occupe. Moi, je regarde le résultat à la fin, en fait. Je regarde, OK, est-ce que ça a été atteint comme objectif ou pas? Et puis après, bah, là, du coup, il faut arranger les choses ou pas. Et après, c'est les process de l'assistante qui vont être sur la compta, où là, effectivement, elle a un process qui est très simple, qui est un Loom, un PDF et fin du game, tu vois. Ouais. Du coup, on est sur un business minimaliste pour le coup et qui est adapté à ta structure. Ok. C'est ça. Tu as parlé du coup indirectement de KPI, de poursuivi, suivre les résultats. Donc, quels sont, toi, les indicateurs clés de performance que tu affectionnes particulièrement par rapport à ton entreprise? Hmm, il y en a un, c'est le CA. Mais le CA résulte de la plupart des indicateurs clés, mais au moins je sais que euh, s'il n'y a pas de CA, c'est qu'il y a des actions qui n'ont souvent pas été faites. Tu vois, moi, j'ai souvent vu les résultats, je regarde mon tableau comptable, je vois il y a un mois où il y a moins, je regarde les tâches que j'ai fait ce mois-là, bah, j'étais pas là. Je me dis, ok, bon, apparemment c'est lié. Ça, bien sûr, ça dépend d'autres KPIs. Et les KPIs que je vais suivre, c'est, si je regarde là, le nombre de postes que moi j'ai fait. Tu vois, si je regarde mon acquisition, c'est le nombre de postes que moi j'ai fait. C'est tac, tac, tac. C'est est-ce que oui ou non j'ai fait bah, les actions que je devais faire. Tu vois, là, je regarde une feuille où il y a écrit différentes choses à créer. Je sais à la fin du trimestre si ça a été créé ou pas. Tu vois, soit c'est un oui, soit c'est un non. Ça, c'est ces KPIs-là en termes de tâches. Ouais, En termes de suivi client, nous, on calcule le NPS, le Net Promoter Score, qui nous permet de savoir si les clients sont satisfaits ou pas. Euh, et je regarde aussi bah, si les clients font les actions. Donc ça, c'est des choses qu'on suit. Est-ce que les choses ont été accomplies? Quand? Est-ce que les tâches, à chaque fois, ont bien été faites en fait, pour que ça avance? Et si les tâches ont été faites et que ça avance pas, bah, il faut modifier les tâches. Et sinon, moi, je suis vraiment un marketeur, donc je regarde peu de choses dans mon business, si ce n'est combien ça me coûte d'avoir un client, combien je dépense, enfin, combien ça me coûte d'avoir un client, et tous les chiffres marketing qui suivent, tu vois. d'accord. Euh, Toi, ta stratégie, elle est uniquement organique, réseaux sociaux, ou est-ce que tu Non, fais des ads, tu fais de la pub? on fait de la pub aussi, ouais. Et ça, pour le D'accord. coup, si c'est pas traqué au cil près, ça le fait pas. D'accord. Ok. Oui, donc oui, par rapport à la pub, je suppose que tu as des tableaux C'est ça. pour suivre, d'accord, tous les éléments. Ok, Ouais, exactement. super. Et
Oui, j'avais une question, ça va revenir après. Est-ce que tu peux nous partager, alors peut-être pas une semaine type, mais parce que tout à l'heure tu disais que tu travaillais peu. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler d'une semaine type ou sur 2 semaines type, voilà, à quoi ça ressemble un petit peu tes journées d'entrepreneur? Ouais, je vais regarder mon planning en même temps. Alors, je travaille peu, mais ça veut pas dire que je fous rien. En gros, je travaille peu, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Je travaille en moyenne 20-25 heures par semaine, tu vois, puisqu'après, après, en général, bah, on a atteint la fin de la semaine et j'aime beaucoup faire la sieste. Par exemple, la semaine qui vient de s'écouler, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des appels. C'est à peu près tout ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait des appels. En gros, moi, j'ai deux coachings par semaine avec les membres du mastermind. Parfois, j'ai des coachings one-one avec eux aussi. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des appels de vente avec des personnes qui postulaient au mastermind. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait cette semaine. Et j'ai écrit des emails, tu vois. Et voilà. J'ai pas fait Ok, de post cette semaine. Si, j'en ai fait un. J'en ai fait un. Si, j'ai fait un post cette semaine. Et voilà, donc en fait, les tâches, ça tourne autour de trois choses. Créer du contenu. Là, j'ai un peu plus perdu le fil récemment parce que justement, j'ai beaucoup d'appels. Euh, du coup, je suis moins performant sur le contenu, mais c'est créer du contenu pour attirer des clients, créer du contenu pour les convertir, donc des emails, des choses comme ça, ou alors m'occuper de mes pubs. Et trois, accompagner et aussi du coup faire les appels de vente. Et trois, accompagner les clients. Ça tourne que autour de ces trois choses-là. Et là, en ce moment, ce qui prend pas mal de temps, c'est, si je regarde sur les dernières semaines, bon, j'étais en vacances la semaine d'avant, mais c'est les appels de vente qui prennent pas mal de temps en général. ok. Et Voilà. les appels de vente, tu arrives à, comment dire, à les générer euh, plus par les ads ou c'est équilibré entre les ads et tout ce qui est stratégie de contenu sur les réseaux sociaux? C'est difficile à dire. Les ads, en fait, vont soit déclencher des appels avec des gens qui suivent sur les réseaux sociaux, soit déclencher des appels tout court, soit les gens vont voir une pub et ensuite aller sur l'organique et finir par prendre un rendez-vous grâce à l'organique. Donc vraiment, les deux se nourrissent. Ouais. Alors je sais à chaque fois quand quelqu'un vient de la pub ou pas, mais c'est pas vraiment l'un ou l'autre là. Dans la manière dont on suit les choses, c'est vraiment les deux qui fonctionnent ensemble. D'accord. Et pour les ads, tu as fait appel à une agence ou c'est toi-même qui gères tes propres ads? C'est moi qui gère. C'est ça qu'en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, la boîte est facile et simple à gérer. Et c'est aussi ça, pour le moment, ce qui a fait que Charlotte a pu aussi bien mettre Postadem en fait en quasi automatique avant de vendre. C'est que quand tu gères le marketing, tu gères 80% de la boîte en fait. Et après, il n'y a plus rien à faire à part accompagner les clients. Et gérer le marketing, c'est pas si compliqué que ça. La pub, on s'en fait tout un foin. Moi, j'ai appris à faire des pubs en un mois tout pété, en y passant pas beaucoup de temps par semaine. C'était vraiment OK, comment ça fonctionne, OK, le système, c'est ça. Une journée pour comprendre comment on fait des pubs. Quand tu connais déjà, effectivement, le copywriting Voilà, euh, et certains codes du marketing, ça roule tout seul et tu peux gérer tes pubs toi-même, quoi. ça aide énormément. Au début, C'est je ça. suppose que tu as fait des tests pour voir qu'est-ce qui fonctionnait dans tes hooks et ou même dans la... Je sais pas si tu fais des pubs plutôt vidéo ou image. Même pas. Là, je me suis vraiment pas fait chier. Mes pubs aujourd'hui, elles sont pas optimisées et elles m'apportent des résultats qui sont déjà assez honnêtes en vrai. Je me dis, bon, le coût par appel et le coût par acquisition client est plutôt cool. Alors que moi, tout ce que j'ai fait, c'est faire un visuel dans lequel je pose la question, coach formateur, est-ce que tu es à la recherche d'un mastermind, tu vois? Ça envoie sur un tunnel derrière avec une vidéo de vente et c'est bouclé. Alors je pense qu'il faudra que là, je refasse les pubs d'ici peut-être la fin du mois parce que celle-là, ça fait déjà 2 3 mois qu'elle tourne. Mais c'est tranquille. Top, 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 Voilà. top. Hmm. Est-ce que tu peux nous partager les outils, les logiciels qui sont essentiels pour toi, pour gérer, pour optimiser l'opérationnel de ton entreprise? Google Drive en Ouais. numéro un. Le Google Drive, tu J'ai... le partages avec toute ton équipe ou tu as un Ouais. système de partage Ouais, ouais, il selon... est partagé avec l'équipe. D'accord.
Sauf quand il y a un intervenant spécifique, je sais qu'on avait eu des intervenants sur le marketing, je leur partageais le dossier marketing et c'est tout, tu vois, Oui, sachant que nous, on travaille sur surtout quatre dossiers, un dossier gestion, un dossier marketing, un dossier vente et un dossier livraison. Et c'est les quatre pôles, en fait, c'est les quatre pôles de la boîte. En fait, nous, toute la boîte, tourne autour exclusivement de ces quatre pôles. Tout est structuré pour ça. Mes tâches, toutes les semaines, elles sont structurées. Là, tu vois, tac, tac, tac. Elles sont structurées pour chaque pôle. Livraison, marketing, sales, gestion. Et c'est que ça, que ça, que ça qui tourne. Et du coup, c'est les d'accord. quatre dossiers. Donc ça, Gmail, c'est le numéro 2 parce que moi, Mhm. énormément de choses passent par mes mails, même des tâches, des rappels, tout ça. Je vais vraiment transformer ma boîte mail en une espèce de hub qui fait que ça peut remplacer Notion et compagnie. Alors ça, quand on ne connaît pas, ça peut être un peu le bordel, mais moi, je m'y retrouve très bien. Tu peux Euh, dire que tu as structuré ton Gmail par Structuré, comment c'est un grand mot, mais ouais. En gros, à la fois, c'est sûr, j'ai des mails que je reçois effectivement sur ma boîte de prospects, de partenaires, de choses comme ça, mais j'ai aussi, moi, des rappels que je me fais, des tâches que j'ai à faire et toutes ces choses-là. Et en fait, j'avance là-dessus. C'est pas la façon la plus productive d'être, mais c'est une façon qui, moi, là, fonctionne pour moi. Yes. Ça. Euh, Et si je regarde, après, j'ai plein de petits outils que j'aime, mais en vrai, moi, c'est massivement. La boîte tourne vraiment sur Gmail, sur Drive et sur Google Sheets, quoi. Fait des Google Sheets dans tous les sens. Et D'accord. voilà. Et justement, tout à l'heure, on parlait brièvement de l'IA. Est-ce qu'il y a des outils IA que tu affectionnes particulièrement, que tu aimerais nous partager? Pas du tout, à part ChatGPT, que j'utilise vraiment pas assez. J'utilise quasiment aucun outil ni d'IA, en fait, puisque ça. J'en ai pas besoin, ça pourrait limite complexifier les choses. Les gens utilisent des outils d'IA pour se faciliter la tâche. Nous, on a déjà fait en sorte d'éliminer suffisamment de tâches pour pas avoir à la faciliter, tu vois. Ouais, ok. Et par exemple, ton tunnel de vente, tu l'héberges sur quoi? Sur System.io, sur Sur Kajabi. Ça, c'est une bonne Kajabi? remarque. C'est vrai que je me suis pas posé la question. Ouais, Kajabi. Maintenant, on pourrait l'héberger sur n'importe quoi. On pourrait l'héberger pas du tout, puisque aujourd'hui, ça pourrait à la limite, si j'avais envie de simplifier, je prendrais Instagram et je l'enverrais vers, je sais pas, une vidéo YouTube quelconque. Mais ouais, aujourd'hui, on fonctionne sur Kajabi et ça le fait. C'est cool. C'est un peu cher pour ce. Bon, est-ce que c'est un peu cher pour ce que c'est? Non, ça va, ça vaut son prix, je pense. Active Campaign, effectivement, pour les emails. Mais ça, tout ça, ce sont pas pour moi là, des énormes. À part effectivement l'outil d'emailing, c'est pas des énormes indispensables. On peut utiliser n'importe quel outil en fonction de ce qui nous correspond ou pas, tu vois. Ouais. Donc, ActiveCampaign, tu utilises également un CRM? Moi, j'utilise Notion dans lequel j'ai vraiment 10 colonnes et voilà. D'accord, un CRM sur Notion, fait sur Notion. Ouais. Ok, ok, super. Et tes KPI, du coup, je suppose que tu les gères sur un Google Sheet, comme tu disais qu'il y a des Google Sheets. Exactement. Ouais, il y a les D'accord. Google Sheets, j'utilise dans tous les sens, mais non, finalement, il y a quatre cinq Google Sheets. Un Google Sheet pour regarder les résultats, réseaux sociaux et compagnie. Un Google Sheet pour regarder les pubs. Un Google Sheet pour regarder la compta. Un Google Sheet pour regarder la renta. Et voilà. Ouais, très bien. Bien, bien structuré, effectivement. Ok. Est-ce que tu peux... c'est quoi pour toi les plus gros challenges mindset que tu as eu à surmonter pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien? Euh, le gros challenge mindset. Faire ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire. Ou peut-être, tu vois, le plus gros challenge mindset que tu as eu dans cette transition de passer de solo à je m'entoure d'une équipe, par exemple. Ouais. Il y en a un qui me bloque encore pas mal, qui a existé à chaque étape et qui est encore un peu là. C'est de me dire, moi je veux bien monter une équipe et tout, mais moi je veux pas devenir manager en fait. C'est pas mon métier. Moi je suis marketeur.
Je ne veux pas devenir manager, du coup, je ne veux pas une grosse équipe. Je ne veux pas me faire chier à manager qui que ce soit. Donc ça doit être soit un truc mindset, soit juste un désir. En fait, j'ai pas envie d'être manager. Et en tout cas, ma croyance, c'est que effectivement, euh, plus tu es une grosse équipe, plus tu as besoin de devenir un manager et un gestionnaire. Moi, ça m'intéresse pas. Du coup, je préfère apprendre à faire les choses moi-même, sachant que là, faire les choses moi-même, c'est vraiment sur des enjeux marketing. Tu vois, la pub, je me suis formé, c'est bon, je le fais. Paf, je fais l'économie d'un média buyer, je fais l'économie d'un copywriter, je fais l'économie de tout ça, je suis tranquille. Maintenant, sur le coaching, là, je sais que je vais avoir besoin de recruter des gens. Ça me pose moins de problème de manager des coachs, à condition qu'ils soient cool, tu vois. Euh, mais il y a vraiment cet enjeu cette croyance de pas tellement plus tu fais de l'argent, plus tu dois devenir manager, même si elle est encore un peu là, ça dépend des chiffres, mais vraiment la croyance que ouais, effectivement, plus tu te développes, plus tu dois devenir un manager et j'ai pas envie de ça, tu vois. Oui, et cette croyance, elle revient souvent. Quand j'interviewe des personnes, c'est souvent ça, c'est parce que voilà, beaucoup se sont lancés parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ils ont une expertise précise, mais dès qu'ils commencent à s'entourer, la partie management, généralement, ils n'aiment pas trop ça. C'est ça. Ils veulent soit ils essaient de la déléguer justement à des personnes comme une OBM, soit ben, ils font autrement, mais c'est vrai que c'est pas la partie qu'ils préfèrent le plus dans leur mission, dans leurs différentes casquettes d'entrepreneurs. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Et justement, tu parlais de recrutement de futurs de coach. Comment tu comptes t'y prendre par rapport à ces recrutements? Est-ce que tu as déjà identifié des personnes que tu souhaiterais qui rejoignent ta team ou est-ce que tu vas, comme tu l'as dit, lancer un process de recrutement de coach, comme tu l'as fait par exemple pour le poste d'assistante admin? Je vais faire les deux. Moi, là, j'ai déjà sourcé des personnes. J'ai deux, trois personnes où je me dis, OK, c'est des bons profils, ils peuvent être intéressants, tu vois, à activer rapidement. Mais en dehors de ça, il y aura aussi un process complet de Typeform à remplir avec des études de cas, des choses comme ça. Superbe. Ok. Et c'est des recrutements que tu prévois pour 2025 ou tu vas Ouais, lancer? ouais, 2025. Peut-être là, à la fin de l'année. Mais bon, le recrutement de l'assistante m'a déjà pris 2 mois. Pas tellement parce que je travaille trop, mais en fait, comme je te disais, j'ai beaucoup de tâches et surtout, euh, j'ai beaucoup de choses à faire en dehors du business. Et en fait, aujourd'hui, le vrai enjeu pour moi dans la boîte, c'est de réussir à avancer sur le business par rapport à toutes les choses que j'ai à faire autour. Et toutes les choses, c'est partir en vacances, faire des week-ends, chercher des maisons, toutes ces choses-là qui bouffent un temps fou, en fait, ce qui fait la vie. Et c'est pour ça que, par exemple, le recrutement de l'assistante a pris des plombs parce que je suis parti en vacances au milieu, j'ai aussi fait un séminaire, toutes ces choses. Donc là, repartir sur un recrutement, je dois t'avouer que ça me fait un peu chier. Oui, j'imagine. C'est un process qui est assez long, surtout que j'imagine que pour un poste d'assistante administrative, tu as dû recevoir quand même pas mal de candidatures. 80. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu avais déjà travaillé sur des critères préétablis pour commencer à faire cette présélection. Est-ce que tu leur as C'est-à-dire? demandé, par exemple, je sais pas, une vidéo de présentation pour essayer Non, de faire une non, shortlist? non. Non, nous, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 80. Sur les 80, après, j'ai analysé par étape les candidatures. La première étape que j'ai analysée, c'est je demandais le taux horaire. Dans ce cas-là, je demande le taux horaire. Je cherche pas la moins chère. Par contre, je cherche la personne qui se fout le moins de ma gueule. Et quand je voyais des gens qui demandaient 150 euros de l'heure et que la candidature était à chier, je me disais, du coup, ça dégage, en fait, tu vois. Et ça a été le cas pour beaucoup. Ça a été le premier filtre. Je regardais vraiment taux horaire et ensuite on avait les études de cas. Je regardais les études de cas et je me disais, tu ne vaux pas ton taux horaire, en fait, ça va pas le faire. Donc ça, c'était une élimination. Ensuite, je regardais les études de cas, encore une fois. Une fois que le taux horaire était passé, ok, les études de cas, qu'est-ce que ça donne? Qui a utilisé l'IA bêtement sans se poser de questions, m'envoyer les mêmes réponses que tout le monde? Donc ça dégage. Est-ce que l'effort a été fait? Est-ce que les personnes vraiment, parce que parfois il y en avait qui disaient bon, la question, ok, super, on va pas pouvoir te recruter. Donc ça, c'était le deuxième tri. Et ensuite, au troisième tri,
Donc là, j'avais déjà éliminé 50%. Au troisième tri, c'était plus un enjeu de OK, qui sont les personnes qui se démarquent le plus. Ensuite, on a, c'est vraiment très très similaire. Donc c'est dur de faire un choix parmi, je sais pas, il y a genre 25 candidatures où je me disais, bah, c'est kiff-kiff quoi. Et donc tu te concentres sur d'abord celle qui se démarque le plus, tu fais des appels avec et tu avances comme ça. Du coup, tu as fait beaucoup d'appels pour voir qui se démarquait le plus. Tu as sélectionné J'en ai combien de fait- personnes à recevoir un entretien? J'y allais progressivement. Sur la première session, j'en ai fait 4. D'accord. Et finalement, au quatrième, j'ai avancé. Ok. Ok. Ah, c'était intéressant de savoir comment tu procèdes. Et du coup, ouais, c'est vrai que de plus en plus, on voit des études de cas sur les Google Forms ou les Typeforms. Et toi, tu avais proposé beaucoup d'études de cas pour cette fonction-là, d'assistante Ouais. administrative. Oui, un peu trop. Charlotte a pu me reprocher ça. Où en gros, il y avait des études de cas de OK, comment tu prends en main la mission. Des études de cas de on reçoit tel email, qu'est-ce que tu réponds? On reçoit tel email, qu'est-ce que tu réponds? Une étude de cas de moi, j'aimerais me faire inviter sur des podcasts et j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de les sourcer et de préparer un message envoyé à ces personnes-là. Tu as. Hmm. Pour moi, ça rentre dans le cadre, alors pas d'assistante admin, mais ça rentre dans le cadre du taf d'assistante, parce que je sais pas qui d'autre peut aller me sourcer des podcasts, en fait, faire ces recherches-là. Et il y avait un autre enjeu ensuite sur du customer care, puisqu'il y a à peu près 10-20% de customer care dans le poste, de OK, on veut faire ça. Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse suivre justement les résultats des clients et qu'ils aient des résultats? Le but n'étant pas d'avoir la meilleure customer care du monde, moi, le but des études de cas type podcast et customer care, c'était de savoir comment réfléchit la personne et comment elle s'y prend pour trouver des solutions à un problème. Et il y en a qui se démarquent tout de suite plus que d'autres. Tu vois, je demande par exemple sur les podcasts, tiens, donne-moi 3 podcasts où ce serait bien que j'intervienne. Euh, 90% des candidatures me balançaient va sur Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Et je suis là, ok, mais moi j'ai rien à foutre sur ce podcast. Le gars ne va jamais m'accepter en fait. Faut être cohérent au bout d'un moment, tu vois. Ça, donc sur la sélection, bah, je jugeais là-dessus. Et puis, tu as des personnes qui se démarquent en disant bah, la première chose que je vais faire, c'est déjà aller voir les podcasts sur lesquels PB est passé. Et ça, déjà, ça se démarque. Parce que quand quelqu'un aussi me dit bah, on va te foutre chez Marketing Mania, et sachant que Marketing Mania, il a arrêté son podcast il y a 2 ans et je suis déjà passé dessus, pour moi, c'est éliminatoire. C'est logique. Et en même temps, c'est Voilà, très intéressant ton approche pour sélectionner. Et les études de cas, pour ça, c'est vrai que c'est game changer, c'est ça. carrément. Tu gagnes du temps dans le process de recrutement. Superbe. Ben écoute, PB, on arrive à la fin de cette interview. C'est passé vite. Ben écoute, je vais simplement te laisser le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Alors, le conseil que je leur donnerais, il est un peu double. La première, c'est de bien vérifier les raisons pour lesquelles vous voulez faire croître et développer votre entreprise. Si c'est parce que c'est bien de le faire et que tout le monde vous dit de le faire, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire. Et par contre, si vous en avez vraiment profondément envie, je sais que ça fait peur. Genre, passer en entreprise, ça fait peur. Recruter, ça fait peur. Euh, et ça, c'est un problème chez beaucoup de coachs formateurs et même de tout entrepreneur en général. C'est que au début, tu es là, ouais, il faut sortir de sa zone de confort et tout le monde est là, ouais, je sors de ma zone de confort, je sors de ma zone de confort, je sors de ma zone de confort. Puis tu commences à gagner de l'argent avec ton entreprise et là, putain, ta zone de confort, elle se renforce très très fort et tu veux plus en sortir quoi. C'est-à-dire que tu veux pas gagner plus d'argent parce que ça te sort de ta zone de confort, tu veux pas recruter parce que ça te sort de ta zone de confort et en fait tu reviens juste à un stade de plafond à cause de toutes ces peurs. Ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est que effectivement, ça sort de notre zone de confort, mais là où on est aujourd'hui, c'était hors dehors de notre zone de confort il y a 5 ans. Et en fait, bah, le next step, il va juste y avoir quelques jours, quelques semaines d'adaptation, mais tout va bien se passer. Vous allez gérer, il n'y aura pas de problème. Enfin, il y aura des problèmes, mais vous allez les gérer et ça va bien se passer, en fait. Superbe. Bah écoute, Voilà. merci beaucoup. Merci pour tout. Si les personnes veulent venir discuter avec toi, te suivre, c'est quoi le C'est meilleur sur endroit pour ça? Instagram à PV Poncelin. Superbe. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci pour cet échange, bébé. Et je te dis à très vite.
Merci à toi. Salut. Bye bye.